va commencer. Bien. Alors, je ménage mes effets de théâtre. Attention, ça va commencer. Juste après. Comment en est-on arrivé là? Voilà la question qui va nous occuper aujourd'hui. Comment en est-on arrivé là? Je prends cette question parce qu'elle permet d'utiliser deux textes de Max Weber, donc du fondateur d'une école de sociologie allemande. Deux textes du début du XXe siècle, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, deux articles publiés en 1904 et 1905. Donc l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme d'un côté, et La science comme vocation, conférence donnée en 1917. Je reviens à mon effet théâtral. Comment en est-on arrivé là? En d'autres termes, comment a-t-on laissé se développer une pratique de l'économie qui préside à ce point à toutes nos capacités de direction de l'action collective, qu'elle nous empêche, par exemple, de cesser de détruire la biosphère, les espèces qui nous entourent, et même les conditions de notre survie sur la Terre. Comment en est-on devenu, comme ça, en tant qu'humanité, incapable de freiner, incapable de nous transformer en fonction de ce que nous percevons nous-mêmes comme étant un risque vital? Comment est-on devenu à ce point stupide que nous sommes incapables de sacrifier une logique financière à une logique de survie? Comment sommes-nous devenus à ce point demeurés pour être incapables de comprendre les causes anthropologiques profondes des catastrophes que nous vivons et que nous anticipons, afin d'y apporter une réponse correcte, satisfaisante, efficace? Alors, c'est pas du tout les questions que se pose Max Weber. Simplement, lui, il se demande deux choses. La première, c'est comment telle ou telle religion ont pu nourrir, construire, déterminer, influencer les pratiques économiques et même la manière dont on met au service de l'économie la science et la technique. Comment la religion a pu être moteur. Comment la religion, comme lieu de production de motifs culturels, de manière de penser, etc., a pu influencer et, dans un premier temps, peut-être même déterminer, construire, participer à la construction de modes d'exploitation du monde. Ça, c'est la première question, celle à laquelle tente de répondre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. La science comme vocation va nous apporter des éléments pour comprendre comment la science a pu contribuer aussi à ce processus. Ce qui est amusant, en changeant la perspective, puisqu'on n'est pas exactement au même point qu'au début du XXe siècle, c'est que d'une certaine manière, en menant cette enquête, on ne cherche plus des titres de gloire. Les questions auxquelles Max Weber tente de répondre pourraient être résumées ainsi. Quel est le processus qui a permis à nos sociétés d'atteindre le point extraordinairement élevé de développement qu'elles connaissent aujourd'hui? Comment sommes-nous devenus en quelque sorte la pointe du progrès, la pointe du processus de rationalisation du monde et de l'action dans le monde?
évidemment, aujourd'hui, c'est un peu moins un titre de gloire. Quand on regarde le mode d'action que les sociétés occidentales ont sur le monde, on doit faire le constat au moins d'un double échec. Le premier échec est lié à l'ensemble de ce qu'on a détruit, en termes de ressources, en termes d'espèces détruites, de milieux détruits, voilà, tout ce qu'on a détruit, mais aussi et surtout l'incapacité à se réformer en fonction de ce qu'on observe. C'est ça le leg principal. C'est ça en réalité la catastrophe. La catastrophe, c'est que quoi que ce soit qu'on a devant les yeux, on ne sait réagir autrement qu'à travers un prisme limité et qui est lui-même à l'origine de la catastrophe, consistant à chercher 1. Du profit, 2. De la maîtrise, 3. De la prévisibilité, et une maîtrise totalement humaine. En d'autres termes, une augmentation de l'illimitation de l'action humaine. Faisons le postulat que peut-être les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets. Vous allez apprendre aujourd'hui qu'avec de tout autres outils que par exemple ceux que propose Durkheim, avec une manière d'interpréter le social, à travers des idéotypes, c'est-à-dire des modes d'intelligibilité du réel, une manière d'appréhender, de comprendre, de rendre appropriable le social, Max Weber va développer un genre de matériaux, d'approche ou de pratique de la sociologie, si vous préférez, qui nous permettent d'envisager de répondre à des questions aussi énormes que comment a-t-on pu en arriver là? Comment a-t-on pu à ce point désinhiber l'action humaine? Comment a-t-on pu à ce point désacraliser le monde, les mondes communs, le vivant? Comment a-t-on pu à ce point se débarrasser de tout frein à l'exploitation économique, technique et scientifique du monde? Bon. C'est ce qu'on va travailler ensemble dans le peu de temps qui nous est imparti. Vous avez très très mal mis dehors les médiévistes, comme je vous avais demandé de le faire la semaine dernière. Aucune tentative. J'ai bien observé. Alors, maintenant qu'on a dit un petit peu de quoi on allait parler, première partie de l'introduction, deuxième partie de l'introduction, d'où on parle? D'où on parle? De quel point je me permets de mobiliser telle pratique de la sociologie pour informer la question que je viens de vous décrire? Même si ça ne saute pas aux yeux, nous sommes à la Sorbonne, c'est-à-dire un collège fondé dans une université religieuse en 1253 par Monsieur de Sorbon. On est donc au départ, n'est-ce pas, dans un institut de théologie, si vous voulez bien. L'histoire de cette institution, c'est ça. Quand les premiers représentants des Lumières se sont pointés à la Sorbonne, c'était contre la Sorbonne. Quand Buffon, par exemple, essaye d'expliquer que peut-être la Terre a 76 000 ans, la Sorbonne se mobilise comme un seul homme, et pour cause, il n'y a pas tellement de femmes à l'époque, pour fondre sur Buffon et lui dire que pas du tout, la Terre n'a que 6 000 ans, puisque c'est à peu près ce qu'on peut déduire de la Bible. Dès lors, si on était dans un tel cadre, si on était demeuré dans un tel cadre, alors je ne pourrais pas mobiliser la sociologie, par exemple, pour vous expliquer la situation anthropologique actuelle. L'anthropocène, la catastrophe, le catastrophisme, l'éco-anxiété, tout ça, serait à relier au sort que Dieu réserve à l'humanité, en fonction de nos péchés, de nos fautes et de la rédemption. Mais il n'en est rien. C'est pas de ça dont il va s'agir aujourd'hui, puisqu'on est en cours de sociologie et ethnologie. Mais les premières chaires sont apparues à l'orée du XXe siècle. C'est très récent à l'échelle de l'histoire de cette institution-là. Alors, il y a quelques années, disons dans les années 70, à l'époque, une certaine
présence, si ce n'est domination des théories marxistes à l'intérieur du monde universitaire, j'aurais dû au moins me positionner par rapport à une théorie de l'histoire qui s'appelle le matérialisme historique et qui présuppose que, pour les férus de marxisme, l'infrastructure précède et détermine la superstructure, ou pour le dire autrement, le mode d'organisation du travail incluant les forces productives et les rapports de classe, notamment la lutte des classes, ou pour le dire encore plus simplement, l'organisation du travail détermine la production de culture, la production d'histoire, la production de religion, etc., etc., etc. Ce qui est premier, c'est l'organisation du travail et la répartition de la propriété des outils de production. Dans un tel contexte, citer Weber s'était passé pour un hurluberlu. Un de mes prédécesseurs ici sur ce cours, M. Alain Gras d'ailleurs, qui lui-même était un fervent Weberien, a, vu son grand âge, connu cette période-là où l'on passait pour un hurluberlu quand on mentionnait Weber. Pourquoi ? Parce que Weber propose de prendre le contre-pied de cette vision de l'histoire. On va ici réfléchir à la manière dont un courant, un mouvement culturel, religieux, c'est-à-dire culturel, a pu influencer, construire, nourrir un mode d'organisation du travail. C'est pas l'infrastructure qui précède la superstructure, c'est la superstructure, la culture, qui est le moteur à cet endroit-là. Et c'est toujours intéressant de garder plusieurs armes, plusieurs approches théoriques. Une approche matérialiste, pourquoi pas, mais il est aussi intéressant de voir comment les logiques propres à la culture peuvent avoir un impact direct sur l'organisation du travail. À savoir ici, essentiellement, produire une dé-limitation, une illimitation, une désinhibition de l'action humaine. Ce matin, à l'aube, qui blanchissait la campagne, mais surtout avec des brumes très très belles, j'ai écouté un petit peu France Info, et alors il disait un truc terrible, nous allons manquer de pain. Nous allons manquer de pain parce que l'électricité est trop chère pour les boulangers qui sont déjà accablés par l'augmentation du prix du beurre et de la farine. Et donc, on va passer une baguette à 1,80 € si le gouvernement ne met pas en place immédiatement, selon les revendications du syndicaliste de la branche, le bouclier tarifaire pour les boulangers. Et je me disais, pauvre France, nous voilà dans un monde où l'existence de la baguette est conditionnée à l'évolution des cours mondiaux du prix du blé et du gaz russe aussi. Vous voyez cette espèce de progressive montée en folie d'un système qui, bon, à la fois pulvérise, extermine tout ce qui peut être vivant sous prétexte que c'est rentable, se dit que tiens, là on va démultiplier les centrales à charbon puisque bon, bah, c'est trop cher de faire autrement. Et puis, par ailleurs, peut mettre en péril des institutions culturelles fondamentales sous prétexte de variation de prix sur les cours mondiaux. Plus rien n'est sacré. Qu'est-ce que vous voulez que Super Dupont se mette sous le coude s'il a plus sa baguette ? Bande d'individus sans pitié. Donc, revenons à nos moutons. Comment avons-nous pu, à ce point, mettre au pouvoir des logiques économiques aveugles à ce qu'on pourrait décrire comme une commune prospérité dès lors qu'on ne l'évalue pas d'un point de vue monétaire. Et du point de vue, par exemple, du bonheur de vivre, de la qualité de la symbiose avec le reste du vivant, enfin, etc., etc. Comment est-ce qu'on a pu, à ce point, décharner nos rapports au monde ? C'est effectivement, et vraiment on peut le présenter comme ça sans dénaturer du tout le propos de Max Weber, le début de son enquête.
Parce que, et je vous livre tout de suite une des clés d'entrée, juste d'entrée dans le livre, ce qui caractérise le capitalisme et ce qui, dans le capitalisme, a été inspiré par le protestantisme, ce n'est pas du tout l'appétit illimité pour les richesses. Ça n'est pas du tout la soif inextinguible de profit, l'absence totale de scrupules dans la poursuite de profit. Ça, pour lui, l'avarice, la cupidité, on peut en retrouver dans toutes les sociétés, dans tous les moments de l'histoire humaine. Ça n'a rien à voir avec ça, ça n'est pas spécifique à ça. Ce qui est spécifique au capitalisme, et ce qui est en partie un héritage lié à l'éthique protestante, selon Max Weber, c'est le fait d'avoir organisé cet appétit, de l'avoir rationalisé, d'en avoir fait une logique irrépressible en quelque sorte de l'action humaine, c'est donc beaucoup moins d'une folie de cupidité dont on fait ici l'archéologie, qu'au contraire d'un mode de systématisation, de rationalisation de la recherche de profit. Et plus généralement, de la subordination de toute activité humaine au principe de profitabilité, à l'exclusion de toute autre subordination, à l'exclusion de tout autre motif de l'action. En d'autres termes, dès que c'est rentable, il faut le faire. Oui. J'ai pas très bien compris la différence, parce qu'au final, à la fin, c'est la même chose. La différence entre quoi et quoi? Vous avez utilisé la cupidité et le fait de rationaliser. Mais non. L'idée, c'est que dans toutes les sociétés, même des sociétés sans propriété individuelle de l'outil de production, il y a toujours eu des gens cupides qui la particularité de ce régime, c'est d'avoir organisé la cupidité en logique sociale tout azimut. C'est-à-dire qu'on n'est pas cupide contre, on est cupide pour être normal. Alors, Max Weber, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, va donc étudier les textes, les valeurs, les témoignages venant de différents mouvements protestants qu'il appelle, lui, des sectes protestantes, et notamment des luthériens, des calvinistes, des baptistes, des quakers, des ménonites, des évangélistes. Voilà. Il fait comme ça un passage en revue de l'ensemble des mouvements protestants, en étudiant notamment les textes depuis le XVIe siècle jusqu'au XIXe, en passant par les textes du XVIIIe, par exemple les textes de Benjamin Franklin, qui sont abondamment cités. Et de cela, on va retenir essentiellement 4 points. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le protestantisme, ça serait intéressant, mais on n'a pas le temps. Il suffit pour ça de savoir que c'est un mouvement à l'intérieur du christianisme, au départ allemand et ensuite européen, un mouvement de réforme qui devient un mouvement de séparation à l'intérieur de l'Église, autour de l'idée que l'individu a le droit à un accès individuel au texte dans sa langue, sans intervention, sans intermédiation d'une Église, que l'Église peut se tromper, qu'elle doit se changer en permanence, qu'elle n'a pas d'autorité particulière, que chacun peut devenir ministre de Dieu,
qu'il existe une relation directe et très singulière entre l'individu et la divinité à travers l'amour de Dieu qui se porte vers lui et la foi de l'individu qui se porte vers Dieu. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de protestantisme, d'abord j'en ai pas les capacités et ça n'est pas l'objet du cours. En revanche, on va retenir les choses suivantes. Des textes de Luther et de l'influence de Luther, c'est-à-dire en gros du premier porteur du protestantisme en Allemagne, on va retenir la notion de vocation, du métier comme vocation. Et de cette idée que on ne plaît pas à Dieu en se consacrant à lui à travers des métiers comme moine, prêtre ou archevêque, évêque, pape. On plaide à Dieu en se vouant à sa vocation, c'est-à-dire à son métier sur la terre. Deuxième élément emprunté à la doctrine calviniste et sanctionné dans les textes de la Confession de Westminster en 1647, la doctrine de la prédestination. En tout cas, c'est comme ça que la présente Max Weber. La doctrine de la prédestination, c'est-à-dire l'idée que ça ne sert à rien de vous présenter devant l'Église pour demander à racheter votre âme ou pour demander la faveur de Dieu, etc. Dès le départ, vous êtes prédestiné par Dieu à être dans l'amour de Dieu ou non. Ne pas être dans l'élection, d'une certaine manière. Et donc, la réussite sur la terre, la réussite dans son métier, sera la preuve de la prédestination, c'est-à-dire de l'amour que Dieu vous porte. Donc, Baruf, doctrine de la prédestination. Max Weber insiste aussi, c'est le troisième élément, sur un élément culturel qu'on retrouve dans plusieurs mouvements protestants, à savoir l'ascétisme protestant. C'est-à-dire cette idée qu'il faut gagner de l'argent, toujours plus d'argent, en s'abstenant absolument d'en jouir. N'est pas vertueux celui qui jouit de son argent. Est vertueux celui qui utilise son argent pour gagner plus d'argent et qui utilise la somme d'argent à nouveau accumulée pour gagner plus d'argent, et ainsi de suite, à l'infini, aussi fou que cela puisse paraître. Et juste sur cette notion de ne pas jouir de son argent, imaginez que ce soit un devoir. On va voir M. Pinault, on le regarde dans les yeux, et on lui dit « Mon François, demain, tu auras dépensé tout ton argent. Nous voulons que tu jouisses de ton argent. Maintenant, dépense tout. Tu as le droit d'avoir beaucoup, mais tu dois beaucoup dépenser. Donc, on ne sait pas comment on va faire avec des sommes d'argent pareilles, mais on va te forcer à en jouir jusqu'au dernier centime. » Alors évidemment, ce serait difficile, il faudrait boire beaucoup de vin très cher, manger de l'or, faire construire des palais immenses à l'infini, mais une fois ça fait, vous voyez bien d'un coup que toute cette fortune lui est arrachée. Elle est resocialisée, elle est remise dans les mains de tout le monde. Le fait d'exiger socialement qu'on jouisse de son argent, en fêtes somptuaires, en palais ouverts à tous, en dépenses culturelles, le fait qu'on valorise ça, ça veut dire en fait remettre l'argent dans la société. C'est une toute autre logique que de dire mais regardez-les tous, d'Elon Musk à Jeff Bezos, je suis habillé avec mes chaussettes, je ressemble à rien, littéralement je ressemble à n'importe qui, à n'importe quoi, et je ne jouis pas, je ne suis pas dans la jouissance. Je veux juste gagner plus d'argent. Et ça, c'est vertueux. L'idée n'est pas ici d'incriminer le protestantisme. Il s'agit de dire, avec Max Weber, le moment où on voit dans l'histoire ce motif-là apparaître dans des communautés culturelles, c'est, disons, au XVIIIe siècle, dans des mouvements, dans des sectes protestantes aux États-Unis et en Allemagne, et ça marche très très bien avec le capitalisme, ça marche très très bien avec le développement du capitalisme. Baruf, métier comme vocation, prédestination.
ascétisme protestant. Les derniers éléments qui sont mobilisés par Max Weber, on va les tirer par exemple du long prêche, du long texte, de Benjamin Franklin, qui date de 1734 de mémoire. Et donc c'est une adresse comme ça aux jeunes gens qui voudraient être riches. On a donc un pasteur qui dit sur la place publique: le temps, c'est de l'argent. Le crédit, l'honneur, c'est de l'argent. La confiance, tout lien social efficace que vous pouvez créer autour de vous, c'est de l'argent parce que c'est rentable. Si quelqu'un vous fait confiance, vous pourrez lui emprunter plus. La ponctualité, c'est de l'argent. L'honorabilité, c'est de l'argent. Toute l'excellence, toute la vertu sociale que vous pouvez déployer, en ce qu'elle augmente votre notation par les agences de notation qui n'existent pas encore, que sont les prêteurs, c'est de l'argent. Le temps, par exemple, ça n'est pas une donnée déterminée par le Soleil et sa course, la course de la Terre autour du Soleil. Ça n'est pas une donnée déterminée par Dieu et la perspective de la fin des temps et du châtiment et de l'Apocalypse et du jugement dernier. Le temps, c'est de l'argent. C'est tout. De l'argent qui n'est pas utilisé à gagner plus d'argent, c'est de l'argent perdu. Et donc il va nous décrire quelque chose comme une progressive, extrême valorisation de la réussite individuelle, presque une sanctification de la réussite individuelle, validée par un média neutre qu'est l'argent, qui n'a vocation qu'à produire plus d'argent dans une espèce de tautologie complètement folle où on va extraire de la vie sociale de la valeur en lui donnant comme vocation de créer plus de valeur qu'on ne retranscrira jamais dans l'action sociale, sans en jouir. Une désacralisation du monde, une illimitation de l'action pour peu qu'elle soit resacralisée par le fait qu'elle produise de l'argent. En d'autres termes, on crée les conditions de penser que toute activité humaine est légitime, toute exploitation du monde est légitime, pourvu qu'elle soit rentable. Et c'est vrai que, par exemple, de ce point de vue-là, je vous donne la parole dans un instant, le pape, c'est très gênant. Le fait qu'il y ait une autorité comme ça entre les humains et leurs profits, les humains et leur Dieu, les humains et leur foi, chaque individu, n'est-ce pas? C'est très embêtant. Par exemple, le pape, il lui arrive de dire des trucs comme « je suis infaillible ». À l'époque où Max Weber parle, le pape est infaillible, grâce à la bulle d'infaillibilité pontificale. Non seulement il est infaillible, mais encore il dit qu'il y a une propriété collective des biens de la création. Parce que Dieu n'a pas fait la terre pour les bourgeois, et il a fait la terre pour les humains. Et les humains sont maîtres et possesseurs de la nature, pas tel ou tel. Et les biens de la création sont théoriquement dans la religion catholique des biens communs de la création auxquels peut prétendre chaque humain. Alors, faut bien s'arranger un peu avec les temps, alors on va faire une autre doctrine où on va dire que oui, bon d'accord, mais dans le cadre d'une mondialisation raisonnée, il faut qu'il y ait une forme de libéralisme qui permette quand même une forme de redistribution des richesses et une forme d'harmonie avec... Bref, on va produire du discours, on va produire du frein, de la délibération. Une position excluant, par exemple, toute prise de position de l'Église par rapport à cette disposition économique est beaucoup plus pratique. C'est un peu cette logique-là, en fait, protestant sur l'argent, sachant que dans le catholicisme, par exemple, c'est complètement l'inverse. Alors, l'enquête de Max Weber se fait vraiment par étapes. Sur le luthérianisme, il nous dit quasiment rien. Il nous dit dans le fond,
ça va amener à développer la notion de vocation et de réalisation de soi, non pas à travers un abandon dans les ordres ou un abandon dans la prière, mais à travers un abandon dans son métier auquel on n'est pas prédestiné, mais voué en quelque sorte, une grande valorisation du métier. Il y a la doctrine de la prédestination qui joue un rôle très important, et ensuite il va nous décrire le fonctionnement des communautés, c'est-à-dire des communautés mormones, quakers, baptistes, calvinistes aux États-Unis notamment, mais aussi en Allemagne, qui vont fonctionner comme des entités économiques cohérente, et dans le cadre duquel on va faire une enquête de moralité avant que vous intégriez la communauté, mais une fois qu'on vous a intégré dans la communauté, tout le monde va venir consommer chez vous, et votre réussite économique va être en quelque sorte la preuve du fait qu'on a bien fait de vous faire venir, puisque Dieu vous valide à travers votre réussite économique. D'une certaine manière, en achevant la sortie du monde féodal, ce protestantisme-là dit: l'essentiel de l'activité ne vise pas à ordonnancer le monde, à faire valoir un ordre à l'intérieur du monde et à faire valoir des symboles. L'essentiel de l'activité humaine valable, c'est celle qui consiste à exploiter et à produire de la valeur à partir de cette exploitation dans le monde. Vous allez vous abstraire comme ça d'une logique dans laquelle ce qui est valorisé, c'est le renouvellement et la célébration d'un ordre, pour rentrer dans un registre dans lequel l'humain prouve sa valeur à travers le travail et l'exploitation du monde. Mais il ne fait pas de rapport de cause à effet immédiat entre capitalisme et protestantisme. Il dit simplement les formes de capitalisme développées dans le cadre des pratiques de sectes, de communautés protestantes a eu un impact décisif en ce sens que ça a créé un capitalisme hyper efficace parce que désinhibé. En quelque sorte, ça permet à l'humain d'agir dans un monde désymbolisé à l'exception de l'argent, qui devient en quelque sorte ce vecteur formidable, sacré, puisqu'il précède et transcende toutes les actions humaines et qu'il n'est accessible qu'à une certaine élite, un clergé d'une certaine manière, qui gère l'argent. Bah oui, mais que voulez-vous, je n'y peux rien. C'est terrible. Bien. Donc, il reviendra à vos chargés de t'aider, d'approfondir avec vous plus ou moins l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme et les outils théoriques de notre ami Max Weber. On y reviendra régulièrement, ne vous inquiétez pas, notamment sur les types de motivation de l'action et les types de légitimité de la domination, plus tard. Pour l'instant, pour ma part, et dans le cadre de ce cours magistral, retenez simplement ceci. Max Weber propose d'analyser l'impact des changements culturels sur la capacité humaine à agir et transformer le monde et développer tel ou tel type de paradigme économique dominant. Oui, bien sûr. Donc voilà. Qu'est-ce que nous propose Max Weber? C'est d'utiliser la sociologie, et en l'occurrence ici un art d'interpréter le social, pour comprendre comment la culture, et plus précisément ici le religieux, peut influencer, construire, disposer l'action humaine, sa capacité à transformer le monde et sa capacité à développer tel ou tel type de paradigme économique dominant. Modèle économique dominant, si vous préférez. C'est assez amusant parce que Max Weber était très sensible au fait que le scientifique ne se mêle pas de politique. Et très sensible aussi à une forme, non pas d'objectivité du sociologue, mais ce qu'il appelle une neutralité axiologique, c'est-à-dire une capacité à analyser les valeurs sans jugement de valeur. Pour lui, c'est ce qui doit définir quasiment la qualité de l'interprétation sociologique. Il doit être capable d'étudier les valeurs sans porter de jugement de valeur.
Et par exemple, quand il écrit la vocation de savant et plus tard la vocation de politique, vous voyez, on sépare vraiment totalement les deux. Et néanmoins, il écrit ce livre en prenant part, en prenant position, en prenant part à un débat, en prenant position dans ce débat. En fait, il intervient dans un débat dans lequel on cherche à savoir quelle religion incriminer pour les développements du capitalisme. Est-ce que ce sont les Juifs qui ont fait le capitalisme pour eux-mêmes ? Et imaginez bien que quand il écrit ça en 1904-1905, puis quand il le reprend en 1920, le débat est vigoureux en Allemagne, notamment pour dire que les catholiques, eux, sont détachés des choses de ce siècle, ils ont une espèce de liberté de cœur magnifique qui fait qu'ils ne s'investissent pas tellement dans le capitalisme, alors que les Juifs, eux, si. Et Max Weber va prendre le contre-pied statistique, il va commencer par dire « Ouais, en fait, les stats, elles me disent pas ça du tout. Elles me disent plutôt qu'il y a une surreprésentation des protestants dans le patronat industriel, dans les représentants de l'activité capitalistique en Allemagne, dans le Wuppertal, dans ceci, dans cela. Donc en fait, non. Et ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est plutôt l'harmonie qui semble régner entre une forme d'éthique protestante et les pratiques capitalistes telles qu'elles existent aujourd'hui. Quand bien même le mercantilisme et la sauvagerie capitaliste aujourd'hui ne sont plus à relier immédiatement aux origines. Vous voyez, dans cette espèce de désinhibition de l'action humaine, on trouve la possibilité de faire un rapprochement immédiat avec ce qui est décrit par Max Weber dans La science comme vocation. Alors en résumé, je vous résume La science comme vocation, c'est une petite conférence, je vous en fais un résumé très très bref. Bon. Alors d'abord, jusqu'à présent, l'enseignement, l'accès aux instituts était réservé aux bourgeois parce que les premières années d'enseignement n'étaient pas payées. Donc en gros, il fallait pouvoir se permettre d'être Privatdozent, maître assistant pendant 10 ou 15 ans sans salaire pour pouvoir prétendre à une carrière universitaire. Donc il fallait avoir une fortune personnelle à investir là-dedans. Ça tend à changer, il y a une forme de démocratisation, mais qui va aussi avec le fait qu'on doit être capable le plus vite possible de vendre les résultats de ses recherches. La science, pour être capable de vendre les résultats de ses recherches et pour justifier son financement privé au public, va se spécialiser, s'hyper-spécialiser, produire des masses considérables d'informations de plus en plus spécialisées et donc de moins en moins accessibles et maîtrisables par le commun. Ce qui a pour conséquence de faire une société qui a comme caractéristique d'être composée de gens prodigieusement ignares par rapport à tout. Et il prend ici le comparable avec une société traditionnelle, en l'occurrence les Indiens Hottentotes, où il nous dit, voilà, eux, ils connaissent des centaines d'arbres, des centaines de plantes, d'animaux, ils ont des théories disponibles sur les maladies, sur les phénomènes météorologiques, voilà, ils ont un niveau de connaissance, plus ou moins bricolé, dirait Claude Lévi-Strauss, mais enfin, ils ont un niveau de connaissance qui est infiniment supérieur au nôtre. Vous qui êtes ici présents, c'est vrai que vous ne savez rien du tout. Par exemple, vous ne connaissez pas les essences d'arbres qu'il y a autour, vous ne connaissez pas les essences de plantes qu'il y a autour, vous ne connaissez pas les oiseaux qu'il y a autour, vous ne savez pas comment on produit l'électricité qu'il y a là, comment est-ce qu'on amène l'eau que vous allez boire si vous allez aux toilettes, vous ne savez pas comment est-ce qu'on fabrique ce sur quoi vous êtes assis, vous ne savez pas comment on fabrique vos vêtements, vous ne savez pas comment on fabrique vos bijoux, vous ne savez pas comment on fabrique vos lunettes, vous ne savez pas comment on fabrique les couleurs que vous mettez dans vos cheveux, vous ne savez pas comment on fabrique vos parfums, vos déodorants, vous ne savez rien de rien. Littéralement. Voilà. Et, point important, vous croyez qu'on pourrait vous expliquer rationnellement comment ça a été fabriqué.
Par exemple, il y a la Covid, ou le Covid, et le Covid, je vais inverser comme ça sera plus facile. Et vous n'attendez pas une théorie vous expliquant que le dieu sanglier était mécontent de la manière dont les sangliers avaient pu se nourrir cet hiver et donc il s'était vengé en envoyant la maladie sur la Terre. Vous ne savez pas du tout ce que c'est, vous ne savez pas ce que c'est comment on fabrique un vaccin à ARN messager. Aucune idée. Voilà. Mais vous postulez qu'on pourrait vous expliquer comment ça fonctionne. Et que ce n'est pas un sorcier qui danse au-dessus de petites bouteilles, c'est un processus rationnel de production. Donc, en gros, ce que nous dit Max Weber, c'est que nous sommes devenus une société dans laquelle la place de la science, la pratique de la science fait que il y a de plus en plus de connaissances, de plus en plus valorisées, de plus en plus spécialisées, limitées à un petit nombre de personnes et à un petit champ de la connaissance. On ne demande pas à un météorologue d'être un expert en vaccins, du tout. Et une population qui, pour l'essentiel de sa vie, se place dans la situation suivante. Je ne sais pas, mais je refuse d'imaginer, je refuse d'investir avec mon imaginaire, un imaginaire collectif, producteur de croyances, de représentations, de théories bricolées sur le monde. Je préfère rester dans l'ignorance en imaginant qu'on pourra m'expliquer comment on fait si seulement je le demande. Voilà. Je suis obligé d'accélérer très très fortement, donc accélérons. Le résultat de cette position, c'est ce que Max Weber va décrire comme le désenchantement du monde. Nous sommes dans un monde désenchanté. Pour le dire très simplement, on pourrait dire un monde désanimé. En ce sens que la suspension de l'activité d'interprétation du monde, ou sa trivialisation, nous rend incapables de voir à l'extérieur de l'activité humaine de l'autre. Par exemple, un dieu du plancton qui nous interdirait la surpêche. Une déesse du temps long qui nous interdirait la production nucléaire. Une relation enrichie symboliquement à l'ensemble des biotopes qui nous dirait que dans le fond nous sommes dépositaires d'une harmonie dans les relations entre les espèces et que ça nous interdit d'intervenir à l'intérieur comme un principe de destruction systématique. Un culte du ver de terre qui nous interdirait l'artificialisation des sols. La valorisation même de ce qu'est la culture, c'est-à-dire un rapport local à l'ordonnancement du monde qui nous interdirait le développement de processus reproductibles à l'infini et donc commercialisables, sachant qu'on placerait d'abord la valeur dans la qualité socio-génétique locale du processus et de la technique. Bref, le désenchantement du monde, le fait qu'on s'interdise collectivement d'investir l'interprétation du monde, nous donne un monde silencieux, muet. Voilà. Des nuages qui ne viennent pas pour vous récompenser d'avoir fait une bonne action. Non, le nuage, il vient parce qu'on ne sait pas, mais enfin, il est là. Voilà. La sécheresse ne vient pas punir l'immoralité de la société française. Non. Par contre, on sait que si on demande aux météorologues et aux géologues et aux géographes, ils vont pouvoir nous expliquer à peu près. On désanime, on désintentionnalise la nature, et donc, en fait, tout simplement, on se retrouve sans voisin. On se retrouve sans altérité face à nous, sans sujet. Sans sujet que pourrait être la nature, les animaux, la rivière, etc., etc. On se retrouve tout simplement face à de la matière nue, exploitable, et qui ne prend de la valeur que dans le cadre de son exploitation. Alors vous voyez ici
à l'œuvre en quelque sorte les deux tranchants d'une cisaille, qu'on pourrait appeler la cisaille de la modernité, qui est venue désacraliser le monde, en faire un pur objet d'exploitation, vulnérable, sans aucune forme de protection symbolique ou de frein symbolique à l'illimitation de l'action humaine, économique, technique et scientifique, étant entendu qu'ici, technique et sciences sont subordonnés à l'économie, c'est-à-dire lui obéissent. Comme il me reste 6 minutes, j'en profite. En 1920, Max Weber va reprendre ce texte pour l'inclure dans un essai de sociologie des religions plus général. Et il va ajouter aux 2 articles qui formaient au départ l'ouvrage une introduction au terme de laquelle il répond à une interrogation qui lui a été faite. Là, je parle de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, excusez-moi. Je reviens. 2e édition de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, introduction, annotation à la fin, où il nous dit, voilà, on peut se poser la question, visiblement, de savoir si cette qualité extraordinaire du processus de rationalisation dans les pays d'Occident est à relier à la qualité de notre race. Est-ce héréditairement, génétiquement, que les Blancs étaient portés à devenir la pointe active du processus de rationalisation de l'action humaine et de la pensée humaine du monde? Vous assistez là à un changement notoire de paradigme. Si on devait se poser la même question aujourd'hui, alors on devrait retourner totalement la perspective en disant: est-ce que c'est parce qu'on était blanc qu'on était à ce point voué au massacre, à la destruction, à l'abolition de toute forme d'altérité et d'indéterminé sur Terre? Voilà. Vous voyez comment ce qui était perçu comme absolument faste et nécessaire nous apparaît aujourd'hui comme les sources de la catastrophe. Vous voyez ? Comme l'illimitation croissante de notre action dans la maîtrise technique et scientifique du monde, et qui était en quelque sorte l'orgueil des sociétés blanches au début du XXe siècle, on se le traîne aujourd'hui comme un boulet épouvantable. N'est-ce pas ? Bon. Alors pour vous rassurer, Max Weber répond par la négative. Il dit peut-être, mais ça ne m'intéresse pas, j'ai pas l'impression que ce soit apparu dans mes réflexions, donc c'est pas une affaire d'hérédité. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment l'occasion très simple de prendre conscience de ce que c'est un paradigme, c'est-à-dire en fait de la fragilité des prises de position scientifiques. Comment est-ce qu'en tant que scientifique, on prend position à un certain moment donné de la science en fonction d'une manière dont on est salarié, dont les recherches sont valorisées, et même par des éléments culturels beaucoup plus vastes, comme la manière dont on considère le progrès technique, les rapports entre nature et culture, un ensemble de données qui, dans le fond, vont totalement qualifier l'exercice du métier de scientifique. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.